à Catalunya. Et oui, c'est bien en catalan que je vous souhaite la bienvenue pour ces nouvelles échappées belles aux couleurs de la Catalogne. Je suis fascinée par le mouvement du modernisme catalan et son architecture subtile et raffinée. Et bien, si j'ai fait le choix de commencer au milieu de ces paysages catalans, c'est pour une raison bien particulière. C'est parce que la nature a toujours été une source d'inspiration pour ce mouvement qu'on a souvent comparé à l'Art nouveau. Et d'ailleurs, en quoi la nature inspire-t-elle les arts et les traditions catalanes? Eh bien, c'est cette question qui va nous guider tout au long de ce voyage. Alors, c'est parti, on y va. Sophie Jovillard s'immerge dans la culture catalane. Pour moi, c'est essentiel de léguer aux enfants des racines, les traditions, les histoires et connaître l'endroit d'où tu viens. Depuis Barcelone, la capitale, c'est ma première fois en Espagne. C'est super de pouvoir monter ici, prendre de la hauteur, profiter de la vue et sentir l'âme de l'Espagne. Jusqu'au plus petit village. Aujourd'hui, il y a combien d'habitants ici? Environ 25 habitants à l'année. Et on ne peut y accéder et n'y entrer qu'avec un petit pont. Santé, salut à ton vin et à cet endroit incroyable. Gracias. La découverte de véritables trésors. Oh là là, c'est la caverne d'Ali Baba ici. On fait des saucissons de canard, de dinde et de porc. Faut pas me laisser ici trop longtemps, moi. Gourmand. Il faut retirer la partie qui a brûlé. On le trempe dans la sauce et allez. Naturel. J'aime beaucoup venir dans cette forêt, car c'est un lieu qui me procure beaucoup de paix et de tranquillité. Et ça, en tant que photographe, ça me plaît beaucoup. Ou architecturaux. Les mosaïques, les vitraux, les céramiques, le décor floral, on a l'impression qu'on a ici un condensé de ce qu'est le modernisme. La Catalogne, l'Espagne inspirée. Dans la vie, tout n'est pas toujours simple. Des fois, il faut se retrousser les manches, serrer les dents et se battre. Vive la Catalogne! Ah, te voilà, Génis. Hola, ¿qué tal? Tu vas bien? Comment vas-tu, mon ami? Ça va. Ça me fait plaisir de te retrouver ici, sur la place à Prime. Oui, c'est une place populaire. Ici, il y a beaucoup de rassemblements, de célébrations pour le football. C'est ici qu'on organise les fêtes. C'est le lieu de rencontre. Et si je suis venue à Reus, c'est pas par hasard, c'est parce que je m'intéresse au mouvement du modernisme catalan. Et là, je suis dans la ville natale du plus célèbre des architectes de ce mouvement, qui est Gaudí, forcément. Antonio Gaudí a grandi ici, mais il est parti faire ses études à Barcelone. À Reus, il n'y a aucune de ses œuvres. Mais de nombreux lieux ici l'ont inspiré. On va faire un tour et on va essayer de voir ce qu'il y a de plus intéressant dans la ville. Et comme je suis barman, je te ferai aussi goûter quelque chose de délicieux, le vermouth de Reus. Ah oui, parce que la renommée de Reus, on la doit aussi à son commerce de l'alcool. Oui, parce qu'il y a beaucoup de vignes. Ici, c'est un peu comme la Mecque de vermouth. Quand tu viens, il faut goûter le vermouth. D'accord. La ville natale de Gaudí et la Mecque du vermouth. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allons-y. Sophie, voici la fameuse Casa Navas. C'est LE joyau du modernisme par excellence. Les propriétaires qui ont fait construire ce bâtiment voulaient un magasin au rez-de-chaussée et l'habitation au-dessus. Ils sont reliés par des escaliers.
On va rejoindre une amie, Sylvia, qui sait tout sur la Casa Navas. Bonjour. Hola Sylvia. Bienvenue à la Casa Navas. Ah, merci. C'est magnifique. Déjà de l'extérieur, je me doutais que ça allait être très beau, mais alors là, à l'intérieur, c'est superbe. Oui, Domenico Montaner est un des architectes les plus importants du modernisme catalan. Il a construit cette magnifique maison. C'est la seule maison moderniste en Europe dont l'intérieur a été entièrement conservé. Les meubles, la décoration. Là, on a un exemple, mais vraiment typique du modernisme catalan. Tout y est, là, j'ai tous les éléments devant moi. Les fleurs, les vitraux, les moulures. On a l'impression d'être au cœur d'un jardin luxuriant. Hein. C'est l'idée. Les propriétaires voulaient ajouter un jardin, mais c'était trop compliqué car on est en plein centre-ville. Alors ils ont créé ce jardin avec des pierres et des vitraux. C'est un jardin artificiel très fleuri. La particularité de la Casa Navas, c'est que les propriétaires n'ont fait aucune demande particulière. Ils lui ont fait un chèque en blanc. Ils lui ont dit de tout choisir, d'être totalement libre pour laisser place à son imagination, à sa créativité. C'est pour ça que cette maison est si belle. On va entrer dans une des parties les plus privées, le salon. Cette maison est considérée comme petite. Elle a été construite pour 2 personnes. Ah bon ? Il reste un endroit très important à visiter, la terrasse de la Casa Navas. La petite terrasse privative. Bon, bah merci, j'achète la maison, c'est bon. Merci pour la visite. C'est chez moi maintenant. Et tu vois, cette maison, ce n'est qu'une toute petite partie de l'œuvre de Domenico Montaner. Merci beaucoup de m'avoir amené ici. Je suis vraiment très très heureuse grâce à toi d'avoir visité la Casa Navas. De nada. Le vermouth, le voilà. Merci, gracias. Gràcies. Molt bé. Alors, Ja hem arribat al cap. On va pouvoir trinquer. El vermut. santé. Santé. Et dis-moi, le vermouth, à l'origine, c'est pas italien? Italien? Si. No, 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 no. Malheureuse, qu'est-ce que j'ai dit? No, no, no. Ça vient de Reus et c'est le meilleur du monde. D'accord. El vermut de Reus... La production de vermouth a commencé à Reus en 1900. Les premiers producteurs se sont installés ici et ce sont les plus importants de toute la Catalogne. A nivell de Catalunya. Bon alors, dis-moi ce que c'est, le vermouth de Reus. El vermut és una... Le vermouth est une boisson qui est faite à base de raisin. A través del raïm. Vale? En fait, on utilise du vin qu'on laisse macérer avec une cinquantaine d'épices. Més de 50 espècies, se li barreja... On mélange avec du sucre, du caramel, ce qui donne sa couleur. Et c'est pour ça que tous les vermouths sont différents. Chaque maison, chaque distillerie fait son propre vermouth. Parce qu'ils choisissent les épices. Segons les espècies que li van ficant. Bon, il n'y a pas que des plantes à l'intérieur, donc je vais peut-être pas en abuser, mais merci en tout cas pour le verre. De rien. Pardon, il paraît que t'es connu? Moi je te connais pas, mais ma nièce, mon neveu, si. On peut faire un selfie? Oui, bien sûr. Dans les rues de Barcelone, Long ne passe pas inaperçu. Très actif sur les réseaux sociaux, le jeune étudiant est suivi par des dizaines de milliers de personnes. Quelqu'un veut participer? Son credo, divertir, mais uniquement en catalan. Maintenant, on va faire une vidéo. On va demander aux gens de traduire correctement 5 mots d'espagnol en catalan. S'ils y arrivent, on leur donnera 20 €. Premier mot, cuisse. Mince, je le savais. Attends. No?
Correct. Le deuxième, petit pois. Très bien. Peignoir. Presque. Je pense que la langue catalane est menacée à long terme et nous devons faire quelque chose. Je me dis pas, oh, je vais faire des vidéos en catalan, je sauve le catalan. C'est pas ça. Mais peut-être que j'y contribue. Je fais de mon mieux. Avec ses vidéos, Long touche un jeune public souvent tenté de délaisser le catalan pour l'espagnol. Quand j'étais plus jeune, nous regardions tous les dessins animés en catalan, parce que la Catalogne investissait beaucoup d'argent pour qu'ils soient traduits en catalan. Aujourd'hui, les enfants ne regardent plus de divertissement en catalan, parce qu'il n'y en a pas. Si on montre aux gens qu'on peut être influenceur en catalan et avoir du succès, peut-être qu'ils se diront « Ok, je vais utiliser le catalan aussi ». Allez, le dernier mot, pavé. Correct! La langue est le premier marqueur de la culture catalane. Une culture riche et pourtant bien vivante, ancrée dans la vie quotidienne des habitants, à Barcelone comme dans les campagnes. À Saint-Martí-de-Taús, Elisa est la mémoire du village. Alors mes enfants, vous êtes prêts? Une fois par mois, elle se rend à l'école pour partager avec les enfants sa connaissance de la culture catalane. Aujourd'hui, elle leur raconte en catalan une légende locale, celle d'une seigneuresse qui ne voulait manger que ce qu'elle aimait et maltraitait les cuisiniers. Ah, une minute, car je crois qu'en parlant de la seigneuresse, comme elle nous a entendus, elle veut venir nous voir. Qu'est-ce que vous en dites? Vous aimeriez qu'elle vienne, la seigneuresse de tous? Et voilà. Pour moi, c'est essentiel de léguer aux enfants des racines. Et les racines, ce sont les traditions, les histoires et connaître l'endroit d'où tu viens. Elisa peut compter sur la complicité de sa fille. Prénommée elle aussi Elisa, elle est maîtresse d'école. Comment ça se fait que tu as des fesses si grosses? C'est parce que je suis une femme très riche. Sa mère lui a transmis l'amour de la culture catalane. Quand elle ne travaille pas à l'école, elle s'investit dans l'association culturelle du village. On le met où? Sur la poitrine. Ce costume a été remis au goût du jour en 1950. Les anciens en ont retrouvé chez eux et on pense que c'est le costume du bal de Feix. Donc on l'a refait à l'identique. Les grelots, c'est typique de beaucoup de danses catalanes. La bal de Feix est une danse traditionnelle. Elisa l'enseigne aux jeunes du village une fois par semaine. Cette danse date du XVIe siècle et son origine serait religieuse. Quand tous les participants enroulent le foulard autour du cou du capitaine, cela symbolise la mort. Et après, c'est la résurrection. Voilà un peu l'explication technique. Je crois que maintenant mon rôle, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent faire les choses que j'ai faites quand j'étais enfant, qu'ils puissent apprendre cette danse, vivre et ressentir ce moment d'appartenance au village. C'est une belle manière de le faire, non ? Vive la Catalogne! Vive la Catalogne! Chez Nice, on s'offre une petite balade dans l'arrière-pays de Reus. Le vent souffle un peu, hein, mais bon, on va prendre l'air.
Oui, ici on est proche du village de Siurana. Et ce sont ces paysages, cette nature qui ont inspiré Gaudí et les autres artistes modernistes. Tu peux observer la variété des couleurs, des roches, de la végétation, des arbres. C'est très varié, c'est très créatif. C'est un peu le Colorado de la Catalogne, hein, ici. Avec mes amis, depuis qu'on est tout jeune, on vient ici pour faire de l'escalade. Ici, c'est le paradis de l'escalade au niveau mondial. Sur ces falaises-là? Oui, mais aujourd'hui la météo n'est pas avec nous. Les conditions ne sont pas du tout idéales. Mais pour découvrir le village qui est tout là-haut, le vent ne sera pas un problème. Même battu par les vents, ce petit village de Siurana où tu as voulu m'amener est vraiment très très mignon, hein. Il a vraiment une histoire particulière. Siurana, depuis la préhistoire, a toujours été un point stratégique, puisque le village est entouré de falaises et on ne peut y accéder et n'y entrer qu'avec un petit pont. Jusqu'en 1950, c'était très difficile d'y accéder parce qu'il n'y avait pas de route. Du village le plus proche, il fallait 1 heure à dos d'âne pour arriver jusqu'ici. Du coup, il ne restait plus qu'une famille et le village allait être abandonné. Dans les années 90, le gouvernement a construit une route. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le village s'est repeuplé. Ouais. Aujourd'hui, il y a combien d'habitants ici? Environ 25 habitants à l'année. Mais par contre, il y a environ 100 000 touristes qui viennent arpenter ces rues chaque année. Enfin, quand il fait beau. Sophie, entre. On est dans la coopérative agricole de vin de Cordoudela de Montsant. C'est aussi une œuvre du modernisme catalan, construit par un disciple de Gaudí. On va rejoindre un ami, Ricard, qui travaille ici. Ton copain s'appelle Ricard, c'est ça? Ricard? Oui, Ricard, pour parler du vin, c'est original. Ricard? Oh là! Bonjour. Pardon Ricard, j'ai fait une mauvaise blague sur ton prénom, désolé. T'as entendu? Je suis très heureuse d'être ici. C'est vraiment un endroit surprenant, parce que moi qui m'intéresse un peu à l'architecture, mon ami Génis me disait que c'était un disciple de Gaudí qui avait créé cet endroit. Oui, c'est César Martinel, qui est l'architecte de ce bâtiment moderniste. Il a fait d'autres cathédrales de vin. Ah, tu parles de cathédrale du vin? Oui. On peut dire que Martinel, c'est l'architecte de ces cathédrales du vin. Oui, et en plus, elles sont vraiment très pratiques, car tout se fait du haut vers le bas. Le raisin arrive par le haut, et on finit tout en bas avec la mise en fût. Ça porte bien son nom, hein, de cathédrale. Hein. C'est majestueux, impressionnant cette pièce.
Voici la salle des tonneaux, où on fait vieillir le vin. La particularité de cette architecture, c'est que les cuves ne se touchent pas. Avec l'air qui circule, ça se conserve beaucoup mieux, parce qu'il ne fait pas chaud, donc c'est mieux pour la fermentation et la conservation du vin. La partie en bas est vide. Il y a des petits arcs tout le long. Dans chaque cuve, on peut mettre 27 700 litres de vin. Si tu veux, on peut faire une dégustation. On va commencer par goûter ce vin. C'est un vin rouge de 2017. C'est une belle couleur déjà. Hein. Ouais. Jolie couleur. Rubis là, très foncé. Il est fait avec du garbacha et du krelena, deux raisins typiques de la région. Ouais. C'est un vin très intéressant. Hein. Ouais. Dès qu'on commence à boire, on sent les fruits rouges, un peu de menthe et de la banane. On n'y fait pas forcément attention au début, mais au fur et à mesure, les arômes apparaissent. J'aime beaucoup voir ton sourire et tes yeux qui pétillent lorsque tu parles du vin. C'est vraiment une passion que tu as chevillée au corps depuis longtemps. Les vins représentent toutes les années que j'ai passées ici. 20 ans que je fais ce métier. Ça crée un lien très fort et forcément on les apprécie. C'est bien la première fois que je vais trinquer dans une cathédrale, mais dans une cathédrale du vin, c'est autorisé. Donc santé, santé, salut à ton vin et à cet endroit incroyable. Gracias. De nada. Là, ce sont tous des volcans. Ça, c'est un volcan, ça, c'est un autre volcan, ça, c'en est un autre. On pourrait croire que ce sont des montagnes car ils sont couverts de végétation, mais en dessous, il y avait de la lave, des roches volcaniques. Noémie est guide au parc volcanique de la Garrotxa, dans le nord de la Catalogne. Avec plus de 40 volcans et 20 coulées de lave, c'est l'un des ensembles volcaniques les plus importants d'Europe. Le Croscat est le volcan le plus reconnaissable grâce à son entaille. C'est une ancienne carrière. Pendant des années, les hommes en ont extrait la roche volcanique pour la construction. Le volcan du Crosca est l'un des plus jeunes du parc volcanique. Il a 11 000 ans. Tous les volcans sont entrés en éruption une seule fois, une éruption qui a duré un certain temps. Pour le Crosca, il semblerait que l'éruption ait duré un mois. Pendant un mois, beaucoup de lave est sortie du volcan. Ces volcans sont endormis à tout jamais. Mais il y a toujours de l'activité sismique dans la Garrotxa. Ils ne peuvent pas entrer à nouveau en éruption pour des raisons de chambre magmatique et de formation interne de la Terre. C'est impossible. Mais ce qui serait possible, c'est que de nouveaux volcans apparaissent, qu'il y ait de nouvelles éruptions. Des volcans qui pour l'instant n'existent pas dans le paysage. Cela pourrait arriver car la zone volcanique est active, mais on ne sait pas quand. Au pied du Croscat, la Fageda d'Enjorda s'est développée sur une ancienne coulée de lave. Cette forêt de hêtres est le terrain de prédilection de Pep, photographe. J'aime beaucoup venir dans cette forêt, car c'est un lieu qui me procure beaucoup de paix et de tranquillité. Et c'est intéressant pour faire des photos. Le lieu est très changeant, la lumière change beaucoup. J'ai pris une photo ici parce que j'ai vu cette pierre très curieuse, très singulière, recouverte de mousse et de lichen en forme de cœur. C'est très beau. Spécialisé dans l'architecture et les paysages, il est aussi photographe officiel du parc depuis près de 10 ans. La Garrotxa est une très belle région et très gratifiante à photographier. Car sur un petit territoire, il y a une grande diversité de paysages. Volcans, rivières, cascades, champs, forêts.
Et les saisons donnent beaucoup de variétés, de couleurs et de contrastes. Ici, comme dans toute la Garrocha, les volcans ont façonné les paysages et les hommes se sont adaptés. Enfant du pays, Pep est très attaché aux orgues basaltiques emblématiques de la région. Notre paysage. Ces formations géologiques spectaculaires résultent de la superposition de plusieurs coulées de lave. C'est ce qui s'est passé il y a plus de 100 000 ans à San Juan de Fonts, un endroit que Pep aime photographier. Le paysage ici est le résultat de 3 coulées de lave distinctes, qui en se refroidissant ont donné forme à différentes textures, qui est ce que nous voyons ici. Certaines sont horizontales, d'autres sont verticales, d'autres plus organiques. Et ça, en tant que photographe, ça me plaît beaucoup. Pep est fasciné par les paysages volcaniques de la Garrocha, mais il n'oublie pas les gens qui y vivent. Hey, Amadeo, comment ça va? Ça fait longtemps, tu vas bien? Je viens pour le portrait. Tu vas prendre des photos? Son ami Amadeu vit dans la ferme familiale avec vue sur la chaîne de volcans. Regarde là-bas, tu as le Crosscat. Et ensuite, plus bas, le puits. Et celui là-bas, c'est Santa Margarida, non? Non, non, on le voit pas d'ici. Il est caché derrière. Pour Pep, c'est le cadre idéal pour photographier la famille. Il a toujours à cœur de saisir l'authenticité des lieux et des gens. Parfait. A ver, el perro, si me mira. Les gens de la Garrocha ont la réputation d'être fermés, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Si vous nous connaissez, on est très ouverts et la porte de notre maison est ouverte à tous. Les habitants de la Garrocha sont intimement liés à leur environnement, une terre de volcans et de contrastes. Salut Sophie, ça va? Tu es bien studieuse. Quel bonheur d'être ici, j'adore Barcelone et on ne peut pas s'intéresser à la Catalogne sans venir à Barcelone et on ne peut pas parler du modernisme sans visiter le parc Güell de Gaudi. C'est vraiment incontournable. Oui, c'est un vrai privilège de pouvoir venir ici et d'avoir ça si près du centre-ville. En tant qu'étudiante en architecture, commencer la journée dans un endroit magique et mystique comme ça, c'est très agréable. Se promener et rencontrer l'architecture de Gaudi. Ce banc, c'est un des détails les plus marquants du parc. Ces formes sinueuses ne sont pas là par hasard. Elles s'inspirent des mouvements du serpent. Et le trencadís que Gaudi utilise, qui est ce type de céramique qui recouvre les parois. En fait, c'est un moyen très simple de recouvrir les formes ondulées. C'est très caractéristique du modernisme, fuyant les lignes droites, embrassant la nature, les motifs floraux. Alors il faut que tu me racontes l'histoire de ce parc Güell. Ce parc a été pensé et inspiré par l'architecte et l'urbanisme anglais. Une cité-jardin. Ce que Güell voulait, c'était créer une sorte de colonie autonome. Tout le parc est conçu en fonction de la gestion de l'eau.
Le plateau que nous avons vu au-dessus, c'est une grande citerne qui draine l'eau, et l'eau s'infiltre et descend par ses colonnes. Et à partir de là, elle tombe dans une grande crypte où elle est stockée juste sous nos pieds. Et elle sert à arroser les plantes, mais aussi avec l'idée d'une colonie indépendante et isolée du monde qui soit autosuffisante. Bon, tu vas pas me contredire, hein, je pouvais pas venir à Barcelone sans passer par la Sagrada Familia. C'est l'œuvre inachevée, peut-être inachevable de Gaudi. Est-ce qu'un jour elle sera terminée selon toi? Oui, et je pense même que je la verrai finie. En fait, grâce à la technologie aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. Maintenant, les pièces sont préfabriquées, puis apportées et assemblées directement avec les grues, sans perdre cette touche artisanale que j'aime tant. Bon, attends, je vais quand même moi aussi prendre ma petite photo. Hein. Ce marché de Santa Caterina, c'est un vieux marché dont certains architectes se sont réappropriés l'architecture avec ce toit en forme de vague aux couleurs du marché. Oui, avec ces petites pièces que Gaudi a utilisées dans les trencadís, on peut dire que les architectes sont ses héritiers. Oui, on retrouve finalement hein, ces petits faisceaux là qu'on voyait tout à l'heure dans le banc en forme de serpent. Regarde Sophie, après avoir vu la Sagrada Familia, je voulais te montrer ce bâtiment, le palais de la musique catalane. C'est magnifique et si on parle de modernisme, je pense qu'il faut le voir. Quand on est à l'extérieur du palais de la musique, déjà c'est magnifique, mais c'est quand on entre hein, qu'on peut admirer toutes les splendeurs de ce lieu. Oui, c'est vrai que l'extérieur comme l'intérieur sont beaux. Les mosaïques, les vitraux, les céramiques, le décor floral, on a l'impression qu'on a ici un condensé de ce qu'est le modernisme. Oui, dans ce bâtiment, on peut voir l'esprit d'une époque et la recherche d'un style propre au peuple catalan. Et le modernisme est aussi très caractérisé par l'utilisation de la nature, comme on l'a vu avec Gaudi. Ça, c'est la grande salle de concert qui, comme tu le vois, est incroyable. Ça, c'est magnifique. Hein ouais. Ah ouais, on a l'impression d'être dans une cathédrale un peu moderne. Ce qui attire l'œil, moi, je trouve, au départ, c'est cette verrière-là. Oui, cette salle, c'est le joyau du bâtiment. C'est vraiment beau. C'est vrai que Gaudi prend beaucoup d'importance dans le modernisme. Mais Luis Domènech i Montaner était aussi un architecte très caractéristique. Il pouvait prendre les idées de cette époque et les traduire dans une architecture très catalane. Alors le palais de la musique est l'écrin d'un chœur bien particulier qui s'appelle l'Orfeo Català. Oui, après l'exposition universelle de 1888, ici à Barcelone, ce bâtiment a été construit spécialement pour le chœur de l'Orfeo Català. Les deux ont été créés en même temps pour affirmer l'identité catalane. Et l'Orfeo ne joue pas en ce moment? Non, il ne joue pas ici sur scène, mais il me semble qu'il répète dans l'arrière-salle. Peut-être qu'on peut aller les regarder un instant s'ils nous laissent entrer. Oui, bah, voir l'Orfeo en répétition, ça me plaît énormément. Ouais, je te suis.
Sophie, laisse-moi te présenter Pablo. Bonjour Pablo. Bonsoir Pablo. C'était extraordinaire. On avait la chair de poule, hein, toutes les deux. C'était magnifique. Aujourd'hui, vous avez entendu une pièce de musique sacrée d'un compositeur catalan avec qui nous avons collaboré à la création. Diriger ce chœur, c'est une forme de fierté pour toi? C'est un privilège, oui. C'est une véritable source de fierté pour tout le peuple catalan. Et l'Orfeo Català représente quelque chose de plus qu'un simple chœur. C'est un emblème, car tout au long de son histoire, il a traversé de nombreuses épreuves, comme quand les nazis sont arrivés ici. Il a dû arrêter toute activité. Ou avec le franquisme et la montée de la répression. Et petit à petit, on a voulu reconquérir et encourager à nouveau la culture catalane. Et malgré cette période un peu compliquée dans le monde entier due à la pandémie, nous continuons à chanter. La vie continue, et je suis heureux de faire partie de cette famille. Barcelone se découvre et s'apprécie aussi depuis les toits, comme celui de cet hôtel. J'aime venir sur ce toit après le travail, pour passer un moment. Ou alors je viens ici de temps en temps pour des réunions d'affaires, pour que les clients puissent profiter des superbes vues que nous avons sur les sites historiques et culturels. C'est ma première fois en Espagne. C'est un voyage organisé et après avoir visité tous les sites, c'est super de pouvoir monter ici, prendre de la hauteur, profiter de la vue et sentir l'âme de l'Espagne. Le toit le plus spectaculaire de Barcelone est sans aucun doute celui de la Casa Milà, grande maison bourgeoise conçue par Gaudi. Ici, l'architecte moderniste a laissé libre cours à sa créativité. Regardez, là nous avons le seul groupe de cheminées décorées avec du verre cassé, de bouteilles de champagne. Ces immenses sculptures, qui semblent garder l'endroit, abritent des escaliers ou des cheminées. Tout ce que dessine Gaudi sert à quelque chose, et c'est également très beau. Antonio Gaudi voulait qu'il y ait de l'ordre sur ce toit. La différence entre les toits des maisons bourgeoises et ceux des maisons populaires, c'est que les bourgeois n'avaient pas l'habitude d'y monter pour dîner ou déjeuner ou pour se promener. Donc ceci est un vrai toit bourgeois. Plus de 200 visiteurs du monde entier arpentent ce toit chaque année. Je pense que c'est un endroit merveilleux. Il n'y a pas d'autre endroit au monde où on peut voir un tel toit. Ça vaut vraiment le coup de le voir de ses propres yeux. Les touristes ne sont pas les seuls à profiter des toits de Barcelone. Depuis quelques années, la mairie encourage le développement de projets communautaires sur les toits, comme ici, au-dessus d'un marché couvert. Bonjour, comment ça va? On va récolter les haricots. Vous savez comment faire? Il faut faire attention quand on les cueille pour ne pas casser la plante. Avec 1750 mètres carrés cultivables, c'est le plus grand potager sur un toit de Barcelone. Créé il y a 1 an, il est ouvert à tous les habitants du quartier. Oh, c'est bon, non? Je n'aurais jamais imaginé ça. Je me suis dit, mais il y a vraiment des choses qui vont pousser ici? Car juste en bas, c'est le marché. Mais la pratique nous montre que oui. Une partie de la production est distribuée à des familles dans le besoin. Le reste sert à la consommation personnelle des participants. L'idée d'utiliser les toits terrasses est très intéressante. Ici, à Barcelone, on estime qu'il y a beaucoup de superficies sous-utilisées. Et avec le climat méditerranéen, c'est très commun que les bâtiments aient des toits terrasses.
Je crois que le potager est une des options, comme la production d'énergie, où on peut l'utiliser comme espace vert, comme espace social. Il y a un très grand potentiel. Un potentiel qui n'a pas échappé aux professionnels de la culture. Le toit de cet immeuble privé va faire office de scène dans moins d'1 heure. À cause de la pente, on devrait la mettre là-bas. Alex, ingénieur du son, repère les lieux. Là-bas, la vue est pas mal non plus, avec la tour, la cathédrale. Quand on arrive dans un espace comme celui-ci, qu'on ne connaît pas, il faut choisir où on va placer le public, où on va placer l'artiste, où est-ce qu'on va mettre le matériel. Et il faut s'adapter aux conditions, au bruit ambiant, il faut essayer de trouver un niveau sonore qui convienne aussi bien à l'artiste qu'au voisinage, sans être trop invasif pour la ville. Depuis 2013, l'association Terrasse en Culture organise des concerts sur les toits de la ville. Les spectateurs n'ont eu qu'à monter les escaliers pour venir assister à la performance du jour. Je vis dans cet immeuble depuis 3 ans et c'est la première fois que je viens. Je crois que c'est une des meilleures idées qui soit et qu'il faut promouvoir partout dans Barcelone des spectacles culturels sur ces merveilleux toits-terrasses que nous avons dans la ville. Géraud et Ruben sont 2 artistes de flamenco queer qui se sont déjà produits sur des toits. À chaque fois, l'expérience est différente, mais l'émotion est la même. Vous ressentez vraiment la chaleur et le caractère de la ville de Barcelone. Ensuite, il y a les différents défis liés au fait d'être en extérieur. On ne peut pas tout contrôler, mais c'est aussi ce qui est beau. C'est merveilleux de danser ici autour de ces bâtiments que nous voyons tous les jours depuis la rue. C'est incroyable, c'est très émouvant. À Barcelone, la ville des toits-terrasses par excellence, les habitants sont de plus en plus nombreux à investir les toits des immeubles pour en faire des espaces de vie partagés. Voilà, Joseph. Bonjour Sophie, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien? Bien. Je suis très heureuse de te retrouver devant cette cathédrale Santa Maria d'Urgell qui a donné son nom à la ville, hein, c'est où d'Urgell? Oui, c'est un monument unique qui date du XIIe siècle. C'est la seule cathédrale romane de Catalogne. C'est l'architecte moderniste Puig i Cadafalch qui a initié les dernières restaurations et qui lui a donné son apparence actuelle, très proche de l'original du XIIe siècle. Oui, c'est bien d'avoir gardé cette sobriété. Aujourd'hui, c'est un jour de marché. On va y faire un tour et après, je t'invite dans ma ferme auberge. Oui. Je vais te faire goûter la gastronomie locale. Ben écoute, avec grand plaisir. On y va. Salut, ça va? Ça va? Je vais te prendre 25 plans de cette salade, 25 de celle-là et 25 de celle-ci. Ah bah dis donc, tu vas en faire des plans de salade? Oui. Tu fais attention à là où tu achètes tes produits, hein. C'est important qu'ils soient naturels Ouais. et de bonne qualité, comme ici.
Salut Jordi, ça va? Salut. Il a gagné en Catalogne 4 fois le prix du meilleur miel et celui du plus pur. Super. C'est drôle parce que quand je vois ces alvéoles là, ça me fait penser un peu au toit du marché de Santa Catarina que j'ai vu à Barcelone. Hein? Oui, en effet. Ces formes hexagonales en cire que créent les abeilles pour mettre le miel, Ouais. on les retrouve dans l'architecture moderne et dans le modernisme de Gaudi. Elles sont présentes dans les villes et un peu partout. Quand on dit que la nature est une source d'inspiration, là ça se voit même ici avec ces abeilles. Ici, c'est la petite boutique des artisans locaux. Bonjour. Bonjour, comment ça va? On vient acheter un peu de pain et aussi cette galette. Une spécialité qui se mange en dessert. Surtout les jours de fête. Vous voulez goûter? Oui, c'est cuit dans un four à bois. Oh là, ça a l'air super bon. Oh là là. Alors dans cette boutique, il n'y a que des producteurs locaux. On ne fait pas seulement la promotion de nos produits, on met aussi en avant notre gastronomie et notre patrimoine, qui est une très grande richesse culturelle. Je vois des jolies photos. Vous êtes là tous les producteurs réunis? Oui, tous, pour que les gens puissent mettre un visage et voir qui est derrière ces olives, ces pâtés, ma viande. Cette proximité plaît beaucoup. Vous y êtes, vous, en photo? Oui, sur la deuxième ligne avec mon fils, Ah oui. avec une cloche de vache. Très bien. Et toi, Joseph? Moi, je suis une fleur de topinambour, ici en bas. Tu es beau avec tes petites fleurs. Oui, c'est mignon. Ah, on commence à percevoir le hameau TV, c'est là? Oui, c'est ici. Ça fait comme un petit village en fait. C'est Calbinia, un petit village accroché à la montagne. Calcerni, c'est le nom de notre maison. Ok. C'est tout cet ensemble en bas du village. Il est constitué de plein de petites bâtisses qui se touchent et qui ne font plus qu'une grande maison aujourd'hui. Cette demeure s'est construite petit à petit entre 1410 et 1520 et depuis tout ce temps, elle appartient à la famille de ma femme. C'est un petit village avec son église qui était importante à l'époque. Il y a aussi la grande maison à côté de laquelle nous passons qui appartenait au seigneur féodal. D'accord. Et aujourd'hui, c'est toi le seigneur? Non, moi je suis simplement le restaurateur du village. Mais les bâtisses se sont dégradées avec le temps. Et pour développer le tourisme rural, nous faisons de notre mieux pour restaurer et maintenir le village en bon état. Donc Calcerni, voilà, nous y sommes, c'est chez toi. Oui, c'est ici. C'est tout ceci. Je vais te montrer un endroit très spécial. Oh là là. C'est un musée que nous avons créé. Tout ce qu'on peut voir ici, ce sont des ustensiles et des objets d'une maison typiquement rurale. C'est important de conserver un témoignage de cette tradition pour les prochaines générations. Mais pour moi, il faut aussi penser au futur. L'art contemporain me plaît beaucoup. Alors, j'ai cherché quelques artistes qui pouvaient réaliser des œuvres pour l'extérieur. Des pièces grandes et uniques, mais toujours en lien avec la campagne et le monde rural. Sophie, voici ta chambre. Je te laisse t'installer. On se voit plus tard? À tout à l'heure, allez. Oui, à tout à l'heure. Oh là là, c'est joli. Oh, cette vue. Moi, je vais jamais vouloir partir d'ici, moi.
Tout doucement, hein. Tout doucement. C'est ça. Soir d'entraînement chez les Castellers de Vilafranca. On se stabilise. Au son des consignes du capitaine, ils forment un castel, un château en catalan. Une tour humaine qui peut monter jusqu'à 10 étages. Très bien. Normalement, les derniers étages, c'est pratiquement à chaque fois des filles. Autrefois, non. C'était que des garçons. Mais quand on s'est rendu compte qu'avec les filles, qui sont plus légères, on pouvait faire plus de figures, on a fait rentrer les filles. En haut, ce sont les 2 enfants les plus jeunes. La plus petite doit passer d'un côté à l'autre par-dessus et lever une main. À ce moment, la tour est validée, mais il faut encore la défaire. Johan s'entraîne 3 fois par semaine avec son fils de 11 ans et sa fille de 15 ans. Ils suivent les traces du grand-père, qui à 82 ans continue de venir prêter main forte au groupe. Quand j'ai commencé, c'était surtout les gens modestes qui faisaient ça. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a des classes sociales différentes. Tout le monde est représenté et on se sent comme à la maison. Vas-y, vas-y. La cohésion du groupe et un mental d'acier sont essentiels pour réussir ces pyramides humaines. Voilà, allez. Les pieds bien en place. C'est très beau. Dans la vie, tout n'est pas toujours simple. Des fois, il faut se retrousser les manches, serrer les dents et se battre. Et si le castel prend du temps, on tient le temps qu'il faut. Bon allez, on y retourne. Pour certaines figures plus périlleuses, les Castellers s'entraînent avec un filet de sécurité. Allez, la poitrine vers l'avant. C'est ça. On serre maintenant. Les gens qui nous regardent pensent qu'on est un peu fou. Si le petit qui arrive tout là-haut tombe, ça peut faire mal. Les gens souffrent en nous regardant, mais c'est très émouvant. Voir tout un groupe de gens monter petit à petit, c'est très poignant. Ce dimanche, c'est jour de démonstration pour les Castellers de Vilafranca. Toute la famille de Johan est sur le pont. Moi, je ne fais pas partie des Castellers. Mais j'ai les 2 en haut, lui en bas, alors forcément je souffre de loin. Et je les soutiens. Toute la saison est conditionnée par les Castells. Il y a des années où on a du mal à prendre des grandes vacances. On prend seulement 1 semaine, et après 2 jours par-ci, 3 jours par-là, parce qu'ils ont entraînement. C'est un peu difficile. Dans la famille, Foix, l'aînée, est sans doute la plus passionnée. Cette photo date de la première année où j'ai commencé les Castels. Je suis là. Celle-là, par exemple, est de 2019. On a fait le meilleur château que je n'ai jamais fait. Je suis là. Et sur cette photo, c'est quand je redescends du château. Je suis très contente. Pour les spectacles, tous les Castellers portent un pantalon blanc et une chemise aux couleurs du club. L'équipe de Vilafranca est en turquoise. Elle reçoit le club d'une ville voisine, en vert foncé, pour une démonstration publique. La région compte une centaine d'équipes. Celle de Vilafranca fait partie des plus anciennes et des meilleures. C'est un peu difficile car c'est une des premières représentations de la saison. Il y a des enfants nouveaux qui montent, qui sont plus lents. C'est un peu plus dur. Tout le monde doit trouver ses marques.
En ce début de saison, les équipes ne sont pas encore bien rodées. Pendant tout l'été, les Castellers vont s'affronter partout en Catalogne. Regard concentré, muscles tendus. Tout le groupe fait bloc. Les nerfs de tout le monde ont tenu, les castels n'étaient pas tordus. On a obtenu ce pour quoi on lutte. Quand on y arrive, on a la chair de poule. C'est un moment vraiment très émouvant. Les castels sont souvent une affaire de famille. La tradition se transmet de génération en génération depuis plus de 200 ans. Après les représentations publiques, la famille de Johan aime se retrouver autour d'une autre tradition. Après la démonstration, il faut qu'on reprenne des forces. On va faire une calçotada. La calçotada est une spécialité culinaire catalane à base de calçote, des oignons nouveaux cuits au barbecue sur un feu de bois. Il faut retirer la partie qui a brûlé. On le trempe dans la sauce et allez. Voilà le petit déjeuner, avec de la charcuterie et du fromage fait maison. Fromage de vache, de brebis et de chèvre. C'est gourmand les petits déjeuners chez vous, hein? Ici, on fait le pain à la tomate. Tu mets d'abord l'ail. Ensuite, tu tartines avec la tomate. Ah oui, on frotte la tomate. Oui. Comme ça. Okay. Et un peu d'huile d'olive. Ah oui, un petit peu d'huile d'olive. Ah ça, c'est le petit déjeuner catalan, hein, le pain con tomaté, incontournable. Et Dolores, on est dans la maison en fait de ta famille à toi, c'est ça? À l'origine, raconte-moi un peu. Oui, la maison appartenait à ma famille. La famille, elle est là? C'est les portraits que je vois là autour? Sur celle-ci, ce sont mes grands-parents. Et sur celle-là, mes arrière-grands-parents, ma grand-mère et mon oncle. Et là, derrière moi, c'est qui? Là, ce sont mes grands-parents avec ma mère. Elles sont magnifiques, ces photos. Hein. Oui, ça donne une certaine nostalgie. C'est comme si tu voyais ta famille, comme si elle était encore présente ici tous les jours. Nous avons la chance d'avoir une grande maison, ce qui nous a permis de mettre en valeur des choses plus intimes dans cette partie de maison où nous vivons et où a vécu toute la famille. C'est important de garder cela pour se souvenir de qui nous sommes. Et toi, tu vas continuer ça? Tu as envie de continuer ce que font tes parents? Oui. Je vais tenter de continuer tout ce que font mes parents. Cette maison est dans notre famille depuis 1500. Et j'ai la sensation qu'elle fait vraiment partie de moi. Là où ils sont, là-haut, tes parents, ils doivent être fiers de savoir que c'est resté dans la famille et que ça a été transmis. Oui. C'est ce qu'ils souhaitaient. Oui, j'imagine qu'ils seraient très heureux de voir ce que nous faisons. Ouais, et c'est resté vraiment dans la famille. Oh pardon, je voulais pas t'émouvoir comme ça. Excuse-moi, excuse-moi. Je suis très heureuse d'être ici. C'est vrai qu'on est un peu comme à la maison. Oui.
Regarde Sophie, tu vas plonger ta main à l'intérieur. C'est spécial, hein? Jusqu'au fond. Après, tu bouges lentement et le lait caillé va se couper comme ça. D'accord. Tu vas le couper de cette manière. C'est ça. C'est un petit peu chaud. Ça fait un petit soin pour la main aussi. C'est vrai que c'est très agréable comme sensation. C'est très agréable. C'est un anti-stress. Ah ouais, je comprends. Je comprends. C'est vrai que ça me détend là. Peut-être m'endormir même. Quand je suis un peu en colère contre ma famille, ou un peu nerveux, on me dit « va faire du fromage ». Ah oui, c'est drôle ça. Et ça, c'est un signe qu'il faut que tu t'en ailles un petit peu. C'est drôle. Dans ta famille, qu'est-ce qu'on faisait? Ma grand-mère était cuisinière. Ma mère aussi. Mon père était plombier électricien. Et moi, j'ai fait des études d'histoire-géographie. Ah oui. J'ai travaillé dans l'administration d'Andorre, au ministère de l'Éducation pendant 13 ans, et j'ai eu envie de passer à autre chose. Ouais, c'est ça, t'es heureux, toi, quand tu cuisines, quand tu reçois des gens, quand tu vas faire le marché, c'est ça que tu aimes en fait. Ouais. Oh là là, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Waouh. C'est toi qui fais tout ça, toutes les conserves? Oui, avec mon équipe, nous avons préparé tout ce que tu vois. Viens, je vais te montrer où on affine les fromages. Oh là 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 là, la cave avec les saucissons qui pendent, les fromages. Aïe, aïe, aïe. On fait des saucissons de canard, de dinde et de porc. Ah, c'est original ça, saucisson de canard et de dinde. Alors tu feras attention, là, il y a des petites souris qui sont passées. Il a été grignoté déjà celui-là. C'est mon fils, c'est la petite souris qui est passée par ici. Je te donne un bout pour goûter. D'accord. Oui, qu'il n'y ait pas que ton fils qui en profite. Non. Faut pas me laisser ici trop longtemps, moi. Non. En plus, il fait froid ici. Oui, non, mais j'arrête pas de me réchauffer. Alors les voilà, tes fromages, une fois qu'ils ont un peu vieilli. J'aime beaucoup la coiffure de celui-ci, là. Il est beau, hein? Oui, c'est ce qui lui donne toute sa saveur. Oui, bien sûr. C'est sympa cette petite balade là, Joseph. Oui, c'est un endroit très privilégié avec une vue magnifique. T'as des bêtes là ici, hein? Nous avons un troupeau de moutons qui vit ici toute l'année. Et l'été, nous avons aussi des chevaux ici. Ici, j'ai restauré une construction pastorale qui date de l'an 1000. C'est un abri, en fait? Oui, c'est un endroit où on faisait la traite des brebis pour faire le fromage, dans la cabane du berger. C'était aussi un refuge la nuit pour que le loup ne puisse pas attaquer le troupeau. Ah, c'est très ingénieux, très bien pensé. Ce qui est ingénieux aussi, c'est que le chemin n'est pas droit. Ça fait comme un serpent de pierre pour que les moutons ne puissent pas courir. En fait, ils s'étaient vraiment appuyés sur le rocher là pour faire leur petit muret en pierre. Oui, en effet. Et ici, c'est la cabane du berger. Et c'est ça la petite cabane pour faire la petite popote. Qu'est-ce que c'est bien que tu aies restauré ça? C'est vraiment de ton initiative, hein? Oui, car ici, l'administration n'est d'aucune aide. Et je voulais maintenir un peu le patrimoine et la culture.
T'es un vrai passionné, toi. Hein? Si. Merci pour votre accueil. Hein. Franchement, bon, chez tes parents, on se sent comme à la maison. Hein, on a envie de rester, on a envie de revenir. On est tellement bien. Merci. Merci pour ton accueil. C'est joyeux, ça. Située au cœur des Pyrénées, la petite Val de Boye séduit aussi bien les amateurs de culture que les randonneurs. Ce patrimoine exceptionnel, classé à l'UNESCO, a fait sa renommée, tout comme la nature qui lui sert d'écrin. Génis et Mariona sont des enfants du pays. On va monter par là, à travers la Pinède, sur le chemin jusqu'au col. D'accord, on y va. Les montagnes qui encadrent leur vallée sont leur terrain de jeu favori. Tous les deux sportifs et amoureux de la nature, ils viennent ici au moins une fois par semaine pratiquer le trail, la course en montagne. Ces montagnes sont parfaites pour pratiquer ce sport. Ici, rien n'est plat, tout est en pente abrupte. Quand tu commences à courir, tu penses que tu ne vas jamais arriver en haut. C'est comme un défi que tu te lances à toi-même, et l'arrivée sur la cime n'en est que meilleure. Voyons cette vue. Habituée très tôt à venir en montagne avec ses parents, Mariona ne s'imagine pas vivre ailleurs. Quelle merveille! La Val de Boye représente pour moi la liberté, car le temps semble s'arrêter ici. Il n'y a pas de stress, pas d'obligation. Il y a simplement toi, à cet endroit, à l'instant présent, en train de profiter de la nature et du moment. Je me sens très chanceuse de pouvoir vivre ici et de dire que c'est ma maison. La Val de Boye abrite la plus grande concentration d'art roman au monde. 8 églises romanes et un ermitage construit entre le XIe et le XIIe siècle. Dans le petit village de Taoul, l'église de San Climen est l'une des plus emblématiques. C'est une église construite sur l'influence de Romain Lombard, c'est-à-dire la manière de construire qui arrive du nord de l'Italie, et on le voit à la structure et aussi aux motifs décoratifs. Et à côté de l'église, on a le clocher à tour. Et l'idée symbolique du clocher à tour, c'est arriver le plus haut possible pour toucher le ciel. Ces églises témoignent du prestige du seigneur féodal qui contrôlait la Val de Boye à l'époque. Certaines d'entre elles étaient couvertes de somptueuses peintures murales, qui finirent par attirer les convoitises au début du XXe siècle. À cette époque-là, il n'y avait pas une loi qui protégeait le patrimoine. Est apparue l'idée de faire des bénéfices, de faire des business entre les collectionneurs et les gens qui essayaient de vendre ces fresques. C'est pour ça que le gouvernement de l'époque, entre 1919 et 1923, ils ont organisé une campagne de sauvegarde des fresques. Les couches de peinture les plus colorées ont été retirées pour être mises à l'abri dans un musée de Barcelone. Seuls quelques restes de peinture originale sont encore visibles. Eva, tu peux connecter le mapping vidéo, c'est l'heure. Oui. Merci. Grâce à une projection vidéo, les visiteurs peuvent voyager dans le temps. Une fresque lumineuse restitue les peintures telles qu'on pouvait les voir au XIIe siècle.
La Val de Boye est aussi l'une des portes d'entrée du parc d'Aigües-Tortes, l'unique parc national de Catalogne. Son nom signifie le parc aux eaux tortueuses. Il compte près de 300 lacs. Un des éléments les plus marquants du paysage, c'est le grand nombre de lacs d'origine glaciaire. Il faut vous imaginer que ces vallons étaient recouverts de glaciers, comme ceux qu'on trouve aujourd'hui dans les Andes, dans l'Arctique ou l'Antarctique, et que ces glaciers ont érodé les vallons jusqu'à former ces lacs. Ici, l'eau est présente sous toutes ses formes. Aigües-Tortes, c'est aussi 105 km² de forêt et de sommets de plus de 3000 mètres. Josep arpente ce parc depuis 30 ans, en toute saison. La neige, c'est une richesse. Et donc, les jours où il neige, nous, on est contents parce que cette neige deviendra ensuite de l'eau et elle ira dans les lacs, les rivières, les cascades que l'on peut voir. Idéal pour randonner, le parc est parsemé de plusieurs refuges, dont celui-ci, situé à 2000 mètres d'altitude. Salut, ça va? Tu veux rentrer? Il fait un peu froid, non? Josep a l'habitude de venir saluer Juan Carlos, le gardien. Ce dernier a quitté Barcelone pour les montagnes il y a 25 ans. C'est comme si j'avais atterri au paradis. Même si mon corps vieillit et que c'est toujours plus dur, je veux continuer à être là. Continuer à voir la neige comme maintenant. Ou être là quand le printemps arrive et qu'il y a les premières fleurs qui marquent le début de l'été. Être ici, c'est quelque chose de vital dans ma vie. Grâce à son patrimoine naturel et architectural, la Val de Boye a su garder son caractère authentique. Moi qui avais envie de sentir les embruns de la Méditerranée, là, je suis servie aujourd'hui avec ce temps. C'est pas cette image-là qu'on a de la Costa Brava, on a plutôt une image de tourisme de masse avec cette côte un peu bétonnée. Et puis là, on est sur une côte assez sauvage, à l'Escala, sur tes terres, si j'ose dire. Oui, il faut dire aussi que c'est un autre type de tourisme. Voir la tempête avec l'air de la tramontane, qui est le vent typique de cette région. Il souffle presque 200 jours par an. Et c'est aussi une belle attraction d'être ici et de regarder la plage qui réunit les trois éléments, l'eau, la terre et l'air. C'est ça. Moi j'aime bien ces paysages avec cette météo-là, je trouve que c'est revigorant. Oui. Et maintenant je vais t'emmener sur un site très important et tu vas comprendre pourquoi cette zone est restée si verte et préservée. Et c'est un site protégé grâce à ce que nous allons voir. En vérité, je suis très attachée à toutes les traditions locales parce qu'on comprend mieux les choses quand on revient aux racines. Bonjour Elisa. Voilà. Salut. Bonjour messieurs. Bonjour. Je te présente Sophie. Enchantée. Moi aussi, enchantée. Alors Elisa, en quoi ce site est-il exceptionnel? C'est grâce à cet endroit que cette côte de la Costa Brava, cette partie, a été préservée. Nous sommes sur un des sites les plus importants de toute la péninsule ibérique, parce que c'est le seul endroit où l'on trouve à la fois des vestiges d'une ville grecque et ceux d'une ville romaine, et on les a parfaitement conservés.
La maison où nous nous trouvons est connue comme la maison des mosaïques. Et dans cette maison, ce qui est remarquable, c'est la richesse des sols, avec des mosaïques blanches et noires qui sont typiques de l'Italie. Et c'est ici qu'on retrouve les premières mosaïques de ce style. Donc tu veux dire que là, en ce moment, je suis en train de marcher sur ces mosaïques antiques? Exactement. Ok, c'est sous ces bâches-là? Oui, si tu veux, on peut regarder ça maintenant. Ah bah oui, avec plaisir, ouais. Oh là là! Ah, c'est magnifique. Je constatais que la nature était au centre de tout, hein, dans la création ici. Et ben, même à l'origine, on retrouve des éléments de la nature. Oui, dans la mythologie grecque, dans la mythologie romaine, il y a toujours les pouvoirs de la nature, des éléments naturels, des figures d'animaux, des figures de végétaux. Ce sont des éléments qui ont été représentés et qui font partie de la vie quotidienne. Mais est-ce que tu crois que les modernistes catalans se sont directement inspirés de ces mosaïques anciennes? Je ne sais pas si on peut dire qu'ils se sont inspirés directement, mais il est évident que le modernisme s'inspire de l'époque classique. Et toutes ces idées, toutes ces somptuosités et ce mode de vie luxueux, ils voulaient aussi le reproduire. Alors la raison pour laquelle ça m'émeut tant de voir nos racines, c'est parce que mon père a une entreprise de céramique. Et donc, c'est comme voir où tout a commencé. C'est passionnant ce que tu nous as raconté ici. Merci beaucoup de m'avoir amené sur ce site. C'était important. Ah ouais, vraiment. Nous sommes à Vulpellac, à côté de la Bisbal, qui est la capitale de la céramique. Et c'est l'entreprise familiale de mes parents. Lui, c'est mon père, qui s'appelle Carles. Bonjour, Carles. Bonjour. Et lui, c'est mon frère Luis. Bonjour. Hola, Luis, ça va? Nous sommes en train d'émailler ces pièces, ces bassines, comme on les appelle. C'est une vasque pour un barbecue ou une cuisine. Et raconte-moi un peu la technique là, que tu utilises pour faire ça. La technique, cette pièce est d'abord formée avec une presse, avec des moules. Quand c'est fait, on doit attendre que ce soit totalement sec. Et là, on peut mettre l'émail. Comme ici, bien qu'elle ait cette couleur sombre, une fois passée au four, quand elle est finie, elle devient verte. Attends, ça devient vert? Oui, c'est vert. C'est pas vert, mais ça va le devenir. Vert comment? Je peux te montrer? Tu vas voir, c'est vraiment impressionnant. La magie de ton travail. Exactement. C'est vraiment la même pièce. Seulement avec la température, c'est à ce moment-là que la couleur change. Et pour faire ça, est-ce que tu t'inspires de techniques anciennes? Nous les fabriquons de la même manière depuis des siècles. Ici, nous fabriquons des pièces du quotidien. Mais bien sûr, notre spécialité, c'est la réhabilitation de bâtiments anciens. Donc mon père connaît un homme qui fabrique les moules. Et grâce à ces moules, on peut refaire la pièce à l'identique, la copie exacte. C'est très important quand on rénove le palais de la musique catalane. Ok, j'ai visité le palais de la musique. Eh bien, toute la façade a été refaite par mes parents. Pareil dans le parc Güell. Oui, j'étais aussi. On a des pièces qu'on peut te montrer. Par exemple, cette pièce est l'original de la balustrade extérieure du palais de la musique catalan, qui soutient une pièce de cristal. Un autre exemple, ça c'est de Gaudi. Cette pièce est également l'original du Capriccio de Gaudi à Santander. L'original et la nouvelle. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Quand je revois ces photos de mes chantiers, ça me rend très fier. Pouvoir faire des pièces conçues par ces architectes et conserver le modernisme, c'est très important. Tu veux essayer de faire une tuile? Ouais, je veux bien. Très bien. Un petit peu de force. Oui, super, très bien. Ok.
Il faut de la poigne. Okay. On va voir si tu fais mieux que moi. Je vais essayer. Je vais faire de mon mieux. Très bien. Et maintenant, on passe le pouce Avec le pouce. pour mettre l'argile bien au coin. Si. Fuerte. C'est ça, fuerte. Ensuite, on doit passer la règle. Moitié-moitié. D'accord. Très bien. Je te le tiens fort. Maintenant, je finis la mienne. Et maintenant, avec un peu d'argile, tu appuies ici. Et comme ça. Très bien, oui. Ça me permet de la décoller. C'est parfait. Tu t'en es très bien sorti. Ça sera peut-être une tuile qui ira sur un des toits du parc Güell. Eh bien, celles-ci ne sont pas pour le parc Güell, mais pour un autre bâtiment. Mais oui, c'est la même chose. Tu m'appelleras pour me dire où elle va, ma tuile. Hein, tu me diras. Très bien, tu as réussi. Merci pour cet atelier. Isolé par les montagnes, Cadaqués vit tourné vers la mer. C'est dans l'une de ces baies que Salvador Dalí, le peintre surréaliste, s'installe en 1930 avec sa femme Gala. Il acquiert une cabane de pêcheurs qu'il agrandit et transforme au fil des ans, au point d'en faire une œuvre à part entière. Dalí y vivra jusqu'à la mort de sa femme en 1982. La maison, restée intacte, permet de plonger dans l'univers du génie. Ici, c'est la chambre à coucher. On peut voir qu'à droite, il y a le lit de Gala et à gauche, à côté de la fenêtre, le lit de Dalí. Nous sommes dans le point le plus à l'est de la péninsule. Alors, Dalí disait qu'il était le premier Espagnol de voir la sortie du soleil, le premier rayon du soleil, parce que de son lit, que c'est là-haut, il pouvait voir le premier rayon partir du soleil à partir du miroir d'ici. C'est pour ça qu'il disait ça. L'artiste a conçu cette maison comme un cocon pour lui et sa femme. Il y passait le plus clair de son temps quand il n'était pas à Paris ou New York. Ici, c'est l'atelier Dalí. C'est là où il peignait pendant 30 ans, peut-être plus. Dans son antre, Dalí a reçu des personnalités du monde entier et contribué à la renommée de Cadaqués. Ici, à partir des années 70, ici dans les patios, il faisait beaucoup de fêtes, il venait beaucoup de monde et à partir d'ici, c'est très connu. Ça a contribué à que beaucoup d'artistes ils sont venus ici pour faire son œuvre, connaître Cadaqués, connaître un peu Dalí aussi. Dalí a laissé son empreinte à Cadaqués. Le village a gardé cette atmosphère bohème qui plaît tant aux artistes et aux touristes. Hors saison, la cité balnéaire compte moins de 3000 habitants. Constanti a toujours vécu ici. Quand je suis enfant, c'est normal de trouver Dalí pour Cadaqués. Il va souvent au bar maritime, au bar Boya. Et plusieurs fois, quand je vais à pêcher avec mon père, on trouve Dalí avec Gala. Et j'ai jamais parlé avec Dalí parce que je suis un enfant. Petit-fils d'un pêcheur venu de Grèce, Constanti s'adonne ce matin à l'une de ses passions, la pêche aux oursins. La saison, c'est à l'hiver. Il y a toute l'année, mais la vraie saison de les pêcher, et quand ils sont meilleurs, c'est à l'hiver. À l'été, on peut les trouver, mais c'est interdit. Leur pêche est très réglementée pour préserver l'espèce en période de reproduction. Les oursins sont une spécialité de la Costa Brava. Constanti gratte les fonds rocheux pour les attraper. Malgré les remous et le mauvais temps des jours précédents, il remonte plus d'une 60aine d'oursins. Pour l'apéritif, ça suffit. Nous sommes toujours contents. Constanti a l'habitude de les déguster crus, au naturel, directement sur la plage. J'ai ça, mais on peut ouvrir avec couteau, ciseaux, comme vous voulez. Mais c'est plus professionnel, j'ai besoin de ça. Alors, il faut les nettoyer, tout le que c'est noir, dehors.
Les rouges sont les œufs, les caviars des oursins. Aujourd'hui, peut-être ce n'est pas les meilleurs oursins que j'ai trouvés dans ma vie, mais ils sont toujours bons. Le goût, c'est toujours incroyable. On dit que c'est qu'on fait un bisou à la mer. Un plaisir simple qu'il partage souvent avec son ami Joachim, un commerçant de Cadaqués. Toujours qu'il m'appelle, Constantin, j'aime bien de manger le oursins. On doit profiter toujours, le maximum qui nous donne la terre et la mer. Et écoute, ça c'est parfait. On n'a pas le bruit, on n'est pas... On n'a pas de stress. De stress, oui. Il y a 12 ans, Constantin décide de changer de vie. Il quitte son poste de directeur de banque pour ouvrir son restaurant dans le quartier historique de Cadaqués. Dans sa cuisine, il met à l'honneur poissons et fruits de mer de la Costa Brava, ainsi que quelques spécialités grecques. Il est surtout fier de sa création, le riz aux oursins. Une fois que nous sommes allés à la plage avec les amis, on fait les fêtes, qu'on mange des oursins. On a resté beaucoup d'oursins. Alors je pense qu'on peut faire quelque chose avec les corails des oursins. Les corails des oursins, c'est une chose que c'est difficile à cuisiner. On n'aime pas la chaleur. Alors j'ai fait le riz comme ça. Maintenant il ira au four. Et quand il sera prêt, on le couvrira tout avec les corails des oursins. Après 15 minutes de cuisson, Constantin n'a plus qu'à ajouter son ingrédient favori. C'est de corail d'oursin frais que j'ai congelé moi-même, hein, et c'est cru. Son riz aux oursins est devenu l'un des plats les plus demandés par les clients. Alors je vais vous expliquer. Je vais remuer pour mélanger. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend en premier le riz. On le met au-dessus et on mélange. La chaleur va faire fondre les oursins. C'est trop bon, j'adore. Le mot que j'écoute beaucoup de fois, plusieurs fois en français, c'est quand ils sont les clients, se régaler, se régaler. On dit très souvent, c'est insatisfaisant. Je ne pouvais pas terminer cette balade sur la route du modernisme catalan sans revenir ici à Barcelone pour vous montrer ce site absolument magnifique qui est l'enceinte moderniste de l'hôpital Sant Pau, un site majeur, un des plus beaux sites modernistes du monde d'ailleurs, qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et que l'on doit à l'architecte Luis Domènech i Montaner. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé au Palais de la Musique et à la Casa Navas. Je trouve que cet endroit avec ses différents pavillons et ses petit jardin est un condensé parfait de tout ce dont on a parlé dans ce voyage avec la nature qui est un élément principal et essentiel dans l'architecture. C'est ici que je vous quitte après ces échappées belles en Catalogne. Quel plaisir de croiser la route de personnes comme Josep. Sa bonhomie et sa gentillesse sont très touchantes. Merci aussi à Xenia, Laura, Génis et les autres qui ont mis beaucoup de passion à me faire découvrir leur pays catalan. Gaudi disait « L'imitation de la nature, c'est le moyen le plus rationnel, le plus durable et le plus économique en architecture. » Eh bien, cette nature, nous devrions continuer à la préserver pour qu'elle reste une source d'inspiration pour les générations futures. Adéou, je vous dis à bientôt. Les amis, vous savez, vous pouvez revoir cette émission en vous rendant sur le site de France.tv. N'oubliez pas également de nous donner de vos nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort. Hasta luego et comme d'habitude, faites de beaux voyages.